petite musique folk un petit peu ensorcelante, une vignette un petit peu brumeuse. Sur quoi vous êtes tombé? Bonjour tout le monde, vous êtes tombé sur un podcast français, ça jusque-là vous l'avez, a priori vous l'avez saisi. Un podcast lancé par un amateur de musique, là tout de suite, qui a réfléchi pendant 2 bonnes années à lancer sa propre capsule audio après avoir écouté énormément d'autres podcasts français ou non, et qui a fini par se dire après 2 bonnes années que ça y est, il fallait arrêter de tergiverser, qu'il fallait ouvrir un document Word, créer des rubriques, créer des segmentations dans une progression audio, ouvrir son logiciel de mixage, qui sert habituellement à faire un peu de musique, et causer. Causer dans un micro, causer de ce qui m'intéresse, causer de ce que j'aime. Mais avant de parler de ce que j'aime et de quoi on va parler dans ce podcast, on va parler un tout petit peu de qui c'est qui vous cause. Moi-même que vous écoutez, moi-même qui vous parle à l'heure actuelle, je suis à peu près personne. Disons que je suis chroniqueur sur 2 sites métal français, un gros et un petit. Le gros, vous le connaissez sûrement si vous écoutez un peu de métal en France, le petit c'est moins sûr. Je suis également vaguement musicien, j'ai quelques petits projets musicaux dans différents styles, différents types de musique. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir là tout de suite, le reste on s'en fout un peu. Ce qui en revanche vous intéresse peut-être plus, c'est de quoi qu'on va causer. Je suis quelqu'un qui a la chance d'être intéressé par beaucoup de choses. Avant tout la musique, et d'ailleurs je place ce podcast sous l'étiquette podcast métal, parce que c'est sûrement de ça qu'on parlera le plus, mais pas que. Pas que, parce que ce n'est pas la seule musique que j'aime, loin de là, j'aime beaucoup de musiques différentes, mais surtout je ne vais pas vous parler que de musique. On va aussi causer littérature, on va parler culture au sens général, on va parler pourquoi pas thématique artistique de manière un peu transversale, on va parler cinéma, pourquoi pas, on va parler art pictural, on va parler religion, on va parler mythologie, on va parler jeux vidéo, monde fantastique, merveilleux ou pas, on va parler de plein de choses. Attendez-vous donc à un podcast un peu tout azimut, assez large, assez brassé en termes de thématiques, mais sous-tendu tout le long par un fil directeur que je ne vous révélerai pas, et que vous verrez sûrement apparaître en filigrane au fil du temps, au fil des écoutes, si vous avez la patience et la gentillesse de m'écouter à chaque fois qu'il me prendra de faire un podcast, que j'essayerai de rendre quand même plus ou moins régulier. Mais vous verrez au fond, je pense, vous sentirez peut-être au fond se dessiner quelque chose, une toile de fond qui de toute façon m'échappe complètement puisque c'est une chose qui sous-tend absolument toutes mes passions, qui envahit à peu près chaque recoin de ma tête, et qui est le but au fond de mes recherches dans n'importe quel type d'art ou n'importe quel type d'expression. Voilà, j'arrête de vous parler de moi, pour vous parler un petit peu de la manière dont est structuré ce podcast. Comme tout bon gras de papier, j'ai fait des rubriques. J'ai imaginé une structure précise pour ce podcast, qui peut-être variera un petit peu au fil du temps, mais qui a vocation à rester tout de même assez fixe, afin qu'on ait quand même quelque chose d'un petit peu balisé, d'un petit peu construit. On commencera donc chaque podcast par un petit mot d'intro, un petit billet d'humeur, histoire de dire comment c'est-il que ça va-t-il pas, de quoi qu'on va causer rapidement. Et ensuite on se lance dans le dur du sujet, avec la première rubrique que j'ai appelée les volumes. Les volumes c'est quoi ? C'est une fiche d'actualité de ce que j'écoute, ce que je lis, ce que je regarde, ce qui m'intéresse en ce moment. C'est l'occasion de vous parler de quelques œuvres, films, livres, albums, peintures, ce que vous voulez, qui en ce moment m'intéressent. Je précise que ce ne sera pas du tout lié à l'actualité, ou plutôt pas forcément. Je peux très bien vous parler d'un bouquin qui date d'il y a 100 ans, ce sera le cas aujourd'hui d'ailleurs, ou d'un album sorti en 1977 si ça me chante. C'est simplement les choses qui m'ont intéressé dans le laps de temps qui a séparé un podcast d'un autre. Et j'ai appelé ça les volumes parce que j'aime bien les titres ronflants. On passera ensuite, comme dans tout bon podcast qui se respecte, à un gros dossier thématique. Thématiques qui seront, je l'annonce immédiatement, extrêmement larges, variées. On pourra faire une rétrospective d'un groupe, d'un artiste, d'un écrivain, comme un focus sur une œuvre, comme traiter de quelque chose de bien plus transversal et multidisciplinaire. C'est une rubrique pour laquelle je pense déjà à inviter des gens, grande tradition aussi des podcasts. On va faire appel à des invités qui pourront apporter un contrepoint, un répondant pourquoi pas, à des thématiques que je vais aborder. Ce sera votre plat de résistance du podcast, ce qui m'aura demandé le plus de recherche, l'aspect le plus fouillé de ces capsules audio que je vais vous proposer. Ensuite, on aura une petite rubrique un petit peu plus bouffonne, un peu plus détente, un petit peu plus libre, qui s'appelle « Je déteste ».
je déteste, c'est l'occasion de rager un peu de manière écrite. Je pense que ce sera écrit à chaque fois et pas tellement sur un ton plus divagation où je m'énerve de manière un petit peu vague sur un truc. Ce sera l'occasion de rendre hommage à, par exemple, à des inspirations personnelles type Pierre Desproges, réquisitoire contre quelque chose qu'a priori vous aimez mais que moi je n'aime pas. Puisque je suis, comme tout mec passionné, quelqu'un d'insupportable, qui déteste plein de choses que les gens, de manière générale, aiment et que sûrement vous aimez. Donc, rubrique blindé de mauvaise foi, qui sera là un peu pour se détendre après des dossiers que j'espère un petit peu fouillés, qui auront pour but de vous faire apprendre des choses, à mon petit niveau. Là, après, récréation, on s'amuse un peu plus. Cette rubrique sera suivie par une autre aussi assez légère qui s'appelle Derrière les fagots. Derrière les fagots, c'est l'occasion de reparler d'une œuvre qui a marqué son temps et qui a sombré dans l'oubli, ou qui n'a jamais été évaluée à sa juste valeur. Ce sera un petit peu la rubrique Mulder et Scully, déterrage de quelque chose qui a été malencontreusement oublié, un peu passé sous silence alors qu'il y avait franchement de quoi s'y intéresser. Ou au contraire des choses qui ont marqué leur temps, ont été oubliées et qui ont une actualité nouvelle, alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Rubrique suivante, c'est ce que j'ai appelé de manière encore une fois très présomptueuse le Lexio. Je ne sais pas si vous avez déjà foutu les pieds dans un monastère, mais si vous faites une retraite avec des moines chrétiens, il y a un moment où on va à table dans le réfectoire et où tout le monde ferme sa gueule, on mange, et un des moines va à une chaire et lit quelque chose pendant qu'on mange en silence. Ça peut être une hagiographie, ça peut être des coupures de presse, ça peut être un morceau de roman, ça peut être plein de choses, mais vous la fermez, je vous lis un truc. Et si ça me prend, après, une petite exégèse, un petit commentaire si j'ai envie. Rubrique un petit peu, on va dire, contemplative, voilà, un peu, on se détend, on a cogité, on s'est marré, ou pas, on s'est souvenu, maintenant, on contemple un peu. Et nous terminerons par le traditionnel mot d'adieu, où je vous remercierai de m'avoir écouté, comme on le fait à chaque fois, hein, on passe bien de la pommade à ses auditeurs, et je vous dirai à la prochaine fois. Écoutez, voilà, vous avez maintenant le déroulé de ce podcast, vous savez un peu à quelle sauce vous allez être mangé, et sans plus attendre, on va passer à cette première itération des volumes. Je vous remercie une fois de plus de m'écouter, vous êtes sous la voûte. J'inaugure donc cette première revue d'œuvre avec un groupe que j'attendais pas mal, que j'attendais depuis 2 ans et demi, 3 ans. Un groupe qui vient d'Autriche et qui s'appelle Transylvania avec son nouvel album Of Sleep and Death. Transylvania, c'est quoi ? C'est un groupe de black trash autrichien comme dit, qui avait en 2018 sorti un album extraordinaire qui s'appelait The Night of Nights, qui était à peu près tout ce que j'aimais dans le métal traditionnel. Du black trash bien énervé quand même, avec des longues chansons, avec un vrai côté un peu chiadé, qui me faisait beaucoup penser à du Daniel of God. On a une ambiance de vieux films d'horreur un peu poussiéreux, de vieux folklore, de mythes, d'occulte, quelque chose de très... de sulfureux, de presque un peu folk horror en fait, on pourrait dire un petit peu folk horror. Joué par des gars vénères qui avaient visiblement écouté Merciful Fate, qui avaient écouté Master Hammer, avec une pointe de BM norvégien d'origine dedans, de black metal bien norvégien, un peu de Mayhem, peut-être un peu de Satyricon aussi pour le côté un peu médiévalisant qui arrive parfois, et une énergie un petit peu à la Niflheim, qui m'a bien plu. C'est ce que j'appelle du black trash un petit peu compliqué, sophistiqué. Il y a toute une espèce de galaxie de groupes comme ça, de black trash un peu évisants, qui font du très traditionnel, mais chiadé. C'est un petit peu la version plus intelligente de Niflheim. En fait, on garde le côté agressif et avec des sons de guitare un peu déglingués, avec du Marshall qui chauffe bien. Pas du tout du son travaillé mais authentique, qui ne sonne pas plastique du tout, mais qui veut pas simplement bourrer dans le mou, qui veut évoquer des choses, et ça j'aime bien. Ce black trash un petit peu ambitieux, je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut lui donner de mieux comme nom. Il est bon, il est touchant, il est fort, parce que on a l'alliance de la crasse, mais aussi d'une forme d'évocation un petit peu... Comment dire, c'est un petit peu l'effet Malocarpatane. Ça veut dire qu'on vous gueule dessus dans du trash à la Bathory, dans du black trash à la Bathory, mais ça donne moins envie de tout casser que d'écouter un vieux déglingué autour d'un feu dans un village paumé au fond des montagnes, en fait. Il y a un côté vraiment narratif dans leur musique. On suit une histoire, on suit un déroulé. C'est du black trash à ambiance, et ça j'aime bien.
Ça vraiment c'est un truc que j'aime bien. Il y avait Quintessence, un groupe allemand que tout le monde se fout, que moi j'adore, qui faisait un petit peu ça aussi et qui le fait extrêmement bien. Donc ouais, grossièrement, prenez un mélange Daniel of God, Master Hammer, Niflheim, et vous avez le nouvel album de Transylvania, signé, si je ne l'ai pas déjà dit, chez Invictus, qui est en général un bon label de qualité, hein. Merci les Irlandais, qui en plus a une pochette magnifique, qui fait beaucoup penser à du Bosch, et les gars s'en sont inspirés, du Hieronymus Bosch, auquel on peut simplement... on peut faire un petit reproche au groupe, un seul petit reproche à mon avis, c'est qu'il y a un petit manque de fluidité. Il y a parfois des parties qui font un petit peu additionner les unes aux autres, on colle des plans les uns aux autres. Il y a parfois une manière aussi de faire jouer les guitares qui est un tout petit peu saccadée, là où ça gagnerait à être plus suivi. Peut-être plus, ça gagnerait à couler un peu plus. Et je pense que ce défaut est aussi dû à une batterie, qui est un peu foireuse. Pas foireuse, non, elle fait le taf, mais elle sonne presque un peu décalée par rapport aux parties de guitare. Parfois, elle colle pas. Parfois, ça colle pas. Et parfois, surtout, elle a un manque de dynamisme. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage, parce que plus les années avancent, et plus moi je suis sensible à la batterie. Je sais pas ce qui me prend. Avant, j'en avais pas grand chose à fond. Quand j'ai commencé à écouter du métal, il y a plus de 10 ans maintenant, je m'en foutais un peu. C'est venu au fil du temps, et depuis 2 ou 3 ans, je deviens un petit peu... je sais pas, un peu nazi là-dessus. Les batteries, ça me prend l'oreille. Voilà, il faut que ça marche. Toujours est-il que c'est un très léger défaut compensé vraiment largement par le reste, et en particulier par une excellente voix. Vociférante, très convaincante. La voix m'a marqué. J'aurais du mal à dire pourquoi, mais la voix me marque bien. Elle est bien mixée, bien intégrée au tout, et ça vocifère bien. Ça, c'est bien. On sent pas trop le raclement de gorge derrière, on a directement le cri du vampire qui sort comme ça. Et ça, c'est bon. Ça me parle. Très bon disque, Transylvania of Sleep and Death à écouter, sorti le 1er janvier de cette année. Place maintenant à quelque chose de tout aussi folk, de tout aussi forestier, avec le polonais de By the Spirits et son album We Are Falling. By the Spirits, c'est un groupe de néo-folk qui fait tout comme j'aime. Je suis un gros fan de néo-folk, la scène historique comme ce qui se fait maintenant, et en particulier de la néo-folk un petit peu nordisante. By the Spirits est polonais, pas vraiment nordisant, surtout qu'on n'a pas tellement d'éléments folkloriques plutôt dedans. 30 minutes de folk dans la forêt avec juste un type, sa guitare, un peu de soundscape, et un peu de clavier et c'est tout. C'est extrêmement dépouillé, c'est extrêmement sobre, c'est court. Ce qui marche là-dedans, c'est que les mélodies sont d'une beauté assez désarmante, parce que désarmée. C'est très dénué, presque dénudé en fait. Ça sonne presque un peu inoffensif, mais ça touche en plein dedans. Je sais pas comment il fait ce polonais, mais ça touche en plein dedans. C'est très fort, c'est vraiment très fort. C'est un petit peu comme être face, je sais pas, à certains chants d'église parfois qui sont extrêmement simples, qui sont très pas techniques du tout, mais ça marche. Juste, ça marche. Et ce qui fait que ça marche, c'est aussi la voix de ce polonais. Je suis désolé, mais j'ai oublié son nom, et comme c'est un nom polonais, en plus c'est pas simple à retenir, mais ce type a une voix extraordinaire, très basse, très grave. Il y a une espèce de tragique retenue, contenue, de romantisme un peu, mais stoïque. Et ça, c'est beau. En fait, ça sonne assez slave, il y a quelque chose d'assez slave là-dedans. Il y a une espèce de déchaînement, mais digne. Jamais trop épanché. Je précise aussi, pour ceux qui sont un petit peu rétifs à certains aspects de la néo-folk, qu'on n'est pas du tout sous de la néo-folk baroque, comme peut l'être par exemple parfois un groupe comme Sol Invictus. Il y a une espèce d'alchimie du simple, qui, je pense, parlera à beaucoup de gens. Prenez-le presque comme un album de folk tout court, sans le néo devant. En tout cas, un album que je conseille vivement, qui arrive à faire trouver au fond de soi une espèce de calme inattendu et inespéré.
Je vous laisse avec une dernière recommandation, et on parle d'un livre cette fois, et là ouvrez bien les oreilles parce qu'on va parler d'un sacré monument. Clovis, le fondateur de Godefroy Kurt. Godefroy Kurt était un grand historien belge de la fin du siècle, non pas précédent, mais celui d'encore avant. Donc le type a été à cheval entre le 19e et le 20e. Et son Clovis est sorti à peu près au milieu de sa carrière, en 1896. Mon édition à moi est une édition révisée, qui n'est pas d'époque, mais c'est la seconde édition du livre qui est ressortie 5 ans après, révisée. Une édition, moi j'ai une édition assez moche, mais ça on s'en fout, c'est ce qui est dedans qui compte. Vous n'avez jamais lu un bouquin sur Clovis aussi complet, aussi puissant. C'est long, c'est très long, ça commence bien avant Clovis, on se retape d'abord toutes les guerres germaniques. C'est extrêmement documenté, et c'est la meilleure manière, je pense, d'aborder l'histoire des Mérovingiens. Ce qui fait la spécificité de ce bouquin, c'est que Kurt était un tel expert dans son domaine qu'on peut lire un peu partout que plus jamais on a écrit une réelle biographie de Clovis de cette envergure après lui, alors qu'elle a été écrite il y a 130 ans. Là, on parle d'un exploit. Là, messieurs, dames, on parle quand même d'un truc... le gars n'a pas écrit un choupi, en fait. C'est quand même pas mal. Évidemment que sur des détails historiques, certains détails historiques, et non pas détails de l'histoire, comme qui dirait, Kurt est un peu obsolète, puisque 130 pitchs sont passés et qu'on a eu le temps de réactualiser certaines choses. Mais sur le fond, ce que je veux dire, c'est que sur les grandes parties de l'histoire de Clovis et des Mérovingiens, tout y est. Tout est là. À part si vous voulez savoir la couleur du drapeau de Gondebaud, dont on se branle, vous avez tout. Tout est parfaitement encore d'actualité, dans le sens où tout est parfaitement véridique historiquement. Son bouquin est très largement valable en 2021. Il est même tout à fait valable en 2021. À part sur quelques petits points de détail, peut-être, et encore, c'est même pas sûr. J'ai pas encore trouvé de contradiction formelle de ce qu'a écrit Kurt sur Internet. Mais ce qui fait surtout la plus-value de ce livre, c'est l'écriture de Godefroy Kurt, qui est très exaltée et exaltante, sans rien perdre de la science dure. C'est comme si vous lisiez un roman historique, sauf qu'à la fin, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Clovis et les Mérovingiens, et même sur ce qu'il y avait avant, et un peu sur ce qu'il y avait après. C'est très fort. C'est un double exploit. L'exploit de connaître à ce point-là les Mérovingiens et Clovis, et les implications évidemment de la dynastie de Mérové, mais aussi de rendre ça aussi vivant, aussi fort et aussi exhaustif. C'est brillant, c'est réellement un travail brillant. Ce livre m'a été conseillé par un de mes collègues au boulot, le gars est une pointure en histoire lui aussi, qui m'a dit « Kurt avait un truc que n'ont pas beaucoup d'historiens, pourtant très réputés, c'est qu'il sentait l'histoire. Il comprenait intimement, humainement, les hommes de cette époque. On ressent qu'il ressentait lui ce que ces gens vivaient. On comprend, il connaissait tellement bien ce monde et avait une telle empathie en fait pour les époques qu'il étudiait, qu'il arrivait à se mettre dans les bottes des soldats qui ont suivi Clovis à la bataille de Vouillé. C'est bluffant. Et je vous promets que quand on lit le bouquin, c'est bluffant. Et vraiment, on ressent cette espèce d'empathie historique. Et enfin, parce que c'est à souligner, vous ne le savez peut-être pas si vous ne lisez pas beaucoup d'histoire, mais actuellement, la pratique est plutôt d'écrire des ouvrages collaboratifs. Je pense par exemple à quelqu'un comme Pastoureau, qui a écrit beaucoup de livres, ou qui a dirigé en fait beaucoup de livres en s'aidant beaucoup de ses étudiants ou d'autres collaborateurs. C'est rare qu'un livre actuellement soit écrit entièrement de A à Z par une seule personne. Si vous allez à la FNAC et que vous achetez un bouquin d'histoire, vous allez très souvent trouver un gros nom sur la couverture, d'un historien qui est souvent assez connu, et si vous ouvrez les premières pages, vous verrez avec l'aide de tel professeur, tel professeur, tel professeur, de l'université de Rennes ou de Poitiers. Il est très rare à l'heure actuelle qu'un écrivain écrive entièrement une somme historique. C'est ce qu'a fait Godefroy Kurt. Il a écrit entièrement, de A à Z, son livre. Je m'arrête ici et je pense que vous m'avez bien compris. Ce livre n'est pas très compliqué à trouver sur internet, neuf ou d'occasion. Il peut vous servir de référence pour toute votre vie, pour ce qui est de l'histoire mérovingienne, qui est quand même un fondement de l'histoire de France. Godefroy Kurt, Clovis, le fondateur, et préférez l'édition révisée qui, évidemment, vous apportera quelques compléments d'informations en plus. Et je vous laisse, je termine cette première revue, ces premiers volumes, je referme ces premiers volumes, et on va attaquer maintenant le dossier.
Premier dossier thématique de la voûte, première exploration, première plongée dans un sujet un peu à bras-le-corps. Et je vous parle pour commencer de dark ambient, d'ambient en général, mais plus précisément de dark ambient. Le dark ambient, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup, à peu près autant que du black metal, un peu moins mais pas loin, et qui m'accompagne dans beaucoup de situations différentes. Ça peut me servir autant à lire un bouquin sans avoir de rythmique un peu marquée qui peuvent déconcentrer, mais pour avoir une espèce d'atmosphère un petit peu profonde dans laquelle on se drape, pour se concentrer sur une matière écrite, sans être déconcentré par des mélodies, par des constructions un petit peu géométriques, un petit peu mathématiques. Ça peut être aussi être un truc que j'écoute quand j'ai envie d'avoir du son dans les oreilles, notez bien le mot son, mais pas forcément de la musique. Ça peut être aussi quelque chose qui se marie bien avec des situations particulières. Je vais dire un truc tout bête, mais un voyage en train. Moi il se trouve que je voyage pas mal en train. La musique en train c'est compliqué, même si on a un très bon casque, il y a quand même un gros bruit de fond. C'est compliqué de vraiment écouter de la musique en train en ce qui me concerne. Je préfère écouter souvent du dark ambient quand je suis en train, voilà, c'est comme ça que je marche. Parce que je trouve que ça se marie bien avec les paysages qui défilent, surtout en hiver. Le dark ambient et l'ambient en général, c'est très compliqué à dater. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir évidemment des rapports avec la musique industrielle, avec tout ce qui est un peu post-punk, avec des choses un peu psychédéliques. Bon, on va essayer de se passer un petit peu de tout ça. À mon avis, le dark ambient, c'est quelque chose qui n'est pas un vrai genre musical, qui n'est même pas une musique tout court. Pour moi, c'est quelque chose qui se trouve à la croisée de plusieurs genres, de plusieurs courants musicaux, l'indus, le drone, tout ce qui est psyché, le bruitisme, mais qui n'est pas fondamentalement musical ni réellement rattachable à un genre précis. Si je remonte un peu loin en arrière, est-ce qu'on pourrait pas dire que des choses par exemple comme Amondoul ou Tangerine Dream déjà avaient quelque chose d'un petit peu ambiant, une volonté de créer des espèces de nappes, d'atmosphère, où, et là c'est un de mes points centraux, où les éléments musicaux étaient au service non pas d'un morceau de musique, d'un morceau musical au sens académique du terme, au sens conventionnel du terme, mais au sens d'une atmosphère sonore, d'une musique plus sensorielle, peut-être psychosensorielle, voilà, si on veut utiliser des mots qui veulent rien dire, que réellement musicale au sens artistique. Ma thèse, je vous explique ma thèse dans ce dossier. Le dark ambient est moins une musique qu'un art sonore sensoriel. Et je dis ici sensoriel pour parler en fait de régions touchées par l'ambient qui ne sont pas celles sollicitées ou convoquées ou simplement atteintes par la musique au sens propre. Et je précise que ce n'est pas péjoratif du tout, ce n'est pas un sous-art ou je ne suis pas en train de dire qu'il y a une hiérarchie et que le dark ambient se retrouve en dessous de la musique dans une hiérarchie hypothétique que j'aurais fixée arbitrairement. Ce n'est pas ça du tout, c'est une différenciation formelle fondée sur la substantifique moelle du genre, en tout cas ce que moi j'en comprends personnellement, qui le différencie de ce qu'on peut appeler de la musique, au sens d'art, au sens classique du terme. Pour expliciter un petit peu ma thèse, dans l'ambient, à mon avis, la musique, et ce qui la constitue, à savoir les instruments, les rythmes, les mélodies, les harmonies, tout ce qui est musical au sens académique, n'est pas un but en soi. Le but n'est pas de créer un morceau de musique, tout ça est mis au service de quelque chose d'autre. L'ambient utilise la musique. Ça n'est pas de la musique, ça utilise la musique, comme un moyen, non comme une fin. Quand vous prenez une guitare sur vos genoux et que vous composez un morceau, votre but est de composer de la musique. L'ambient peut composer de la musique, mais ce n'est pas un but en soi. D'ailleurs, c'est compliqué de dire je sais pas, on va pas dire une chanson dark ambient. Ça sonne débile. Je vous donne un exemple un petit peu récent avec une sortie qui date d'il y a quelques mois et qui m'a pas mal marqué. Lamia Vox. Lamia Vox est une artiste dark ambient un peu ritualiste. Je crois qu'elle est ukrainienne d'origine mais qu'elle vit en Russie. Elle a sorti quelques EP et un très bon album récemment, et elle a participé, si vous avez écouté le premier album de Mare qui est sorti il y a 2 ans et qui est, je le dirai jamais assez, le meilleur album de black metal depuis les années 2000, c'est un monument, allez l'écouter absolument. Le long final ambiant de l'album, qui s'étale sur 6 minutes, si je dis pas de conneries, 5-6 minutes, est signé Lamia Vox. Et d'ailleurs c'est extraordinaire, allez absolument écouter ça, allez écouter ce Mare, Ebony Tower, c'est un immense album. Lamia Vox donc a sorti un album il y a pas très longtemps. Si vous l'écoutez, vous retrouvez dedans beaucoup de musique.
et en particulier Dead Can Dance, époque Within Realm. Vous entendez des voix, des rythmes, des instruments, il y a de la musique dans cet album. Mais, ce qui fait la différence avec un album de musique au sens académique, c'est que cette musique qu'elle crée, les rythmes, les harmonies, la structure musicale qu'elle crée, la forme musicale qu'elle crée est pour moi au service de quelque chose d'autre. Ça peut paraître un peu nébuleux quand je le dis comme ça, mais je vais essayer d'expliciter un petit peu. Je pense qu'elle utilise les conventions musicales, mais qu'elle veut donner une impression sonore plutôt qu'une musique. Les harmonies, les mélodies sont au service d'un ressenti global, d'un sentiment plus global que simplement le sentiment ou le ressenti musical classique. Le black metal atmosphérique a un petit peu, ou le post-rock aussi, ont un petit peu utilisé cette démarche déjà par le passé. On utilise des éléments rythmiques et mélodiques pour créer une forme d'hypnose. Je pense par exemple typiquement à Burzum, qui, je sais pas, sur des morceaux comme Philosophème est le meilleur exemple de ça. Certains morceaux de Philosophème, alors pas forcément Jesus Todd et Dunkelite, mais je pense plutôt aux autres, qui sont extrêmement pauvres musicalement, pourtant il y a des notes, des rythmes, tout ce qu'on veut, mais c'est de la musique, très pauvre certes, mais le but est moins d'avoir une chanson qu'une capsule d'atmosphère sonore. Et je pense que Varg lui-même serait d'accord avec ce... Je ne connais pas Varg Vikernes, Dieu m'en préserve, mais je pense que Varg Vikernes lui-même ne serait pas choqué de s'entendre dire « je pense que ta musique est moins une musique qu'une espèce d'atmosphère sonore compilée ». Je pense que ça ne le choquerait pas, et je pense même qu'il y a des interviews de lui qui vont un peu dans ce sens d'ailleurs. Je pense aussi à un groupe comme Anorcourt, qui est un groupe australien, c'est pas australien Anorcourt, de black metal atmosphérique, qui utilisait vraiment ses guitares à la manière de créer des rythmes et des mélodies de guitare très simples pour créer une forme de toile de fond. Je pense à Lustre qui fait ça aussi un petit peu. Alors évidemment que ce n'est pas de l'ambiant, mais les éléments, là où Lustre et Anorcourt et d'autres groupes du genre tirent vers l'ambiant, c'est qu'on utilise les instruments et les conventions musicales pour créer une trame. Si on voulait se la péter avec des mots compliqués, on pourrait presque dire une lanuginosité sonore. Je reviens à Lamia Vox. Qu'est-ce qui différencie Lamia Vox de Dead Can Dance ? Parce que si on se fie un petit peu à ce qu'il y a de musical dans Lamia Vox, on pourrait presque parler de pastiche de Dead Can Dance. Mais il y a une énorme différence entre les deux, c'est que Dead Can Dance voulait créer des morceaux de musique, avec des éléments atmosphériques, mais tout de même de la musique atmosphérique. Je pense pas que Lamia veuille créer de la musique atmosphérique, je pense qu'elle veut créer de l'atmosphère en elle-même. Il y a une différence entre les deux. Il y a quelque chose de vraiment fondamentalement séparant ces deux démarches, à mon avis. Je pense qu'elle veut donner naissance à un tout comme à une sorte de sortilège un peu immanent. Quelque chose qui est assez peu palpable, assez peu disséquable, et dans lequel la musique est un ingrédient parmi tant d'autres. Je sais que ce que je dis fait très flottant, nébuleux, et rassurez-vous, je suis très conscient ici d'être parfaitement subjectif et de plus m'appuyer sur des ressentis et des pensées personnelles que des choses documentées, pour ainsi dire. Mais j'ai l'impression que quand Dead Can Dance crée une mélodie, elle veut faire de sa mélodie le centre de son morceau, elle veut en faire l'intérêt principal de son morceau. Je pense que quand Lamia Vox ou un autre artiste ambiant crée une mélodie, ce qui l'intéresse, c'est ce que cette mélodie peut apporter au morceau. Non pas en faire le pinacle, le sentiment ou l'élément principal, mais la manière dont cette mélodie est exploitable en retravaillant les bruitages, les textures, les effets sonores pour créer un tout, quelque chose de plus vaste. La différence est assez mince, assez subtile, je vous l'accorde. Mais je pense qu'une bonne manière aussi d'appréhender cette différence, c'est le fait que tous les éléments utilisés dans le dark ambient ne sont pas des éléments fondamentalement musicaux. Le dark ambient inclut très volontiers des sons qui sont en fait bruitistes, des bruits en fait, plus que des éléments musicaux, pour les retravailler et les faire participer à l'ambiance globale d'une pièce sonore, d'une construction sonore. J'en arrive à un autre exemple, franco-français cette fois. Il y a à peu près un an sortait le premier album de Dormin. Dormin, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de folk ambient, dark ambient, basé sur des instruments folkloriques de beaucoup de pays différents,
C'est français, c'est signé chez Antique Records. Antique Records, label Angevin, grande qualité, plein de super sorties. Allez voir ce que fait Antique Records. Et en plus de ça, Ivermore est un type adorable. Quand vous prenez l'album de Dormin, que je l'ai parce qu'il est très bien, je le réécoute souvent, avec une très bonne cover d'ailleurs d'un groupe des Légions Noires, donc à écouter absolument. Quand vous regardez le dos de l'album, vous avez le Jewel Case, vous regardez le dos, vous avez tous les instruments utilisés, éclairé par des bougies, et au centre, l'enregistreur analogique utilisé pour la production de l'album. Et partout, sur la pub de cet album, sur le marketing de cet album, il était dit enregistré sur un vieux enregistreur cassette, à bande, analogique, tout ce que vous voulez. Et sur cette couve, vous voyez cette espèce de relique d'enregistreur cassette qui a bien 40-50 ans, comme un roi sur son trône, entouré par les instruments. C'est lui l'élément central de ce visuel. Et ça, c'est fort. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les pistes, il n'y en a que 4. Au début de chaque piste, vous entendez le bruit de la touche enfoncée et la bande qui se met en route et qui fait pshhh, comme ça. Il y a une volonté de faire ressentir la texture de son d'un élément extérieur à la musique. Il y a une volonté de faire intervenir dans le processus de création sonore quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la musique, qui devrait être de l'ordre de son support, dans la diégèse musicale, mais qui est dans le fond simplement un bruit. Un simple bruit, et qui, dans le cas du Dark Ambient, et de Dormin en particulier, est un élément fondateur de la création, au même titre qu'un instrument. Là où par exemple, je sais pas si je vais composer un album là de folk et que je vais en studio pour l'enregistrer, le matériel que je vais choisir pour l'enregistrer va participer, magnifier mes compositions. Mais ce n'est pas un instrument à part entière. Ce n'est pas un élément de composition à part entière. Dans Dormin, comme dans d'autres projets Dark Ambient, même si chez Dormin c'est assez appuyé, et du coup ça me permet de mettre un peu en exergue le point que j'essaye de développer. On entend les alarmes des pompiers, excusez-moi. Très Dark Ambient, ça, très Dark Ambient. Ce bruit d'enregistreur sur lequel se posent les instruments a une importance aussi forte. Et là, je vous dis ça, mais c'est pas tellement une pensée personnelle. C'est dans le cas de Dormin, c'est vraiment ce que le gars a essayé de faire ressentir. Et pour l'avoir interviewé, effectivement, c'est ce qu'il veut faire ressortir. Et d'ailleurs, vous pouvez parfaitement faire du Dark Ambient sans un seul instrument de musique. Et ça, c'est fort. En tapant simplement sur un mur, vous l'enregistrez, vous bouclez le tout, vous mettez des effets dessus, vous pouvez créer du Dark Ambient simplement en tapant sur des trucs autour de vous, ou en frottant des choses, en grattant des choses, en créant des sons, des bruits en fait de cette manière-là, et en les retravaillant ensuite en studio ou sur votre ordi ou n'importe quoi avec des effets, tout ce que vous voulez, et vous pouvez créer du Dark Ambient à partir de ça. Pouvez-vous créer une musique sans instrument de musique ? À part si elle est que percussive, bon là ça se défend. On peut imaginer faire une musique, ça existe parfaitement des musiques qui ne sont faites que de percussions. Mais ça m'amène à un point, c'est qu'il est sur le papier extrêmement facile de faire du Dark Ambient, même de l'ambient en général. C'est très simple, vous pouvez simplement, en fait vous tapez sur un mur, vous mettez des effets, paf, vous pouvez classer ça comme étant du Dark Ambient. Allez faire un tour sur Bandcamp, vous allez voir la catégorie Dark Ambient, vous allez trouver des centaines d'albums, à base de bruit avec de la reverb, un coup de delay et de phaser pour faire trop cosmique, incroyable, t'as vu, et des notes de clavier, point. Et ça s'arrête là. C'est un petit peu la même malédiction que dans le black metal, il suffit de savoir faire un tremolo picking et de savoir jouer de sa guitare comme un fœtus de 3 mois le ferait, paf, sur le papier, vous pouvez faire un truc qui va être classé black metal. Est-ce que ça va être bon pour autant ? Non, évidemment que non. Comme partout, c'est le talent qui fera la différence. Comme toute musique, ou art sonore du coup, pour englober aussi l'art ambient qui n'est pas une musique selon moi, moins la musique est technique, plus vous aurez de trucs mauvais, parce que la technique sert de première barrière aux gens qui veulent la pratiquer. Et les gens qui n'ont pas envie de se plier à l'astreinte de l'apprentissage instrumental et de la musique, ne pourront pas pratiquer une musique qui est complexe. Bon là je dis évidemment une évidence. Alors si on en arrive à ce point-là, comment on fait ? Déjà, qu'est-ce qu'on écoute en Dark Ambient ? Comment on se débrouille pour trouver ce qui est intéressant ? Comment on discerne ? C'est un peu le bon et mauvais chasseur en fait. Qu'est-ce qui différencie les deux ? Et un peu comme pour le black metal, même si c'est encore plus nébuleux pour l'ambient que pour le black metal, à mon avis, c'est une question éminemment subjective et qui est basée vraiment à fond sur le ressenti. Complètement. Ce qui compte dans l'ambient, ce n'est pas est-ce que la mélodie ou le rythme vous reste en tête, est-ce que les harmonies vous touchent,
ou est-ce que vous avez envie de danser en écoutant, ou de tout casser, ça dépend de ce que vous écoutez, c'est est-ce que ça vous met un peu en apesanteur. C'est quelle sensation un peu physique, même tout à fait physique en fait, ça vous procure. Vous allez me dire comme la musique, mais en fait non. En fait pas du tout. Je vous fais une comparaison, petite comparaison comme ça. Vous allez faire une balade à pied, une rando en montagne. D'un côté, vous avez un mec qui planifie sa balade, les étapes, le matériel, la trajectoire, la météo. Il fait sa balade, tout bien millimétré, tout répond à ce qu'il avait prévu à l'avance. Il a fait ses pauses comme prévu, il a fait tant de bornes par jour, il a changé de chaussettes à tel endroit précis, il a bu son eau à tel et tel moment et il a vu tel et tel paysage. C'est ordonné, c'est organisé, il y a peu de place pour le hasard ou pour l'improvisation, les choses sont cadrées. À côté, vous avez un type, il veut faire une balade, point. Il part n'importe quand, il n'est pas fixé sur où il veut aller, il n'a pas d'équipement, et il erre volontiers, il n'a pas de tracé précis. Le premier cas, c'est la musique, le second, c'est le dark ambient. Dans le premier cas, on crée un rapport au son et on exploite ce rapport. L'intérêt final, c'est un peu ce qui ressort de la confrontation entre la matière sonore travaillée et l'homme, ça c'est la musique. La musique, c'est un petit peu le résultat de l'interaction entre la volonté humaine et les moyens humains, et la matière sonore incréée pour donner un résultat créé. On travaille les deux, on confronte, quelque chose va en ressortir. Il y a une volonté de sculpter, de modéliser, il y a presque une volonté un petit peu démiurgique du son. On prend le son que l'on reçoit et on le taille, on le sculpte, on l'adapte à une vision qu'on a en tête. Ce qui compte, c'est moins le son en lui-même que ce qu'on en fait. L'ambiante, c'est la démarche inverse. Le son prime. L'homme n'est pas le sculpteur du son, mais son vecteur. Le son est là avant l'homme. Il est antécédent à l'action humaine. Et dans le cas de l'ambiant, à mon avis, la philosophie de fond, même si elle n'est pas du tout, la philosophie un peu immanente, même si elle n'est pas du tout conceptualisée et explicite comme je suis en train de le faire maintenant, parce que je fais un peu de branlage de cerveau pour rendre ça intéressant, mais dans l'ambiante, le but est de laisser passer le son à travers soi, de faire ressortir quelque chose qui est éminemment sensoriel à travers le son. C'est quelque chose de très primordial en fait, de très... ouais, primal, presque préhistorique en fait. On ne cherche pas à agencer, on cherche à laisser passer. L'ambiance est presque un peu préhistorique. On ne cherche pas forcément à procurer d'émotions musicales, même si on peut se servir de l'émotion musicale, et je reprends l'exemple de Dead Can Dance et de la Miavox, mais plus il est minimaliste, plus quelque part il est proche de sa vocation d'origine, je pense. C'est ce que je pense moi. L'ambiance c'est quelque chose d'intemporel. Si vous prenez un Homo sapiens première génération, premier pressage à froid, vous le mettez dans un studio, vous lui passez du jazz ou n'importe quoi, il va être paumé, il comprend pas, parce que c'est le jazz, le blues, le rock, le metal, la soul, tout ce que vous voulez, ce sont des musiques qui sont contextuelles, qui font appel à des éléments culturels datés, précis. C'est éminemment référencé, d'ailleurs il y a une imagerie qui est très forte collée à tout ça. Si vous écoutez du rock, ça vous évoque immédiatement la rébellion, les motos, le blues, les clubs et la sueur. Si vous écoutez du jazz, vous pensez à des rythmes extrêmement étranges, vous pensez à beaucoup de musiciens noirs, vous allez penser à quelque chose de plus feutré, de plus raffiné et de plus primal en même temps. Ça évoque des choses. L'ambiance n'est pas là pour évoquer des choses, j'y reviendrai un petit peu après. Mais si vous mettez du coup l'homme préhistorique face à n'importe quel morceau composé de musique classique ou moderne, il est paumé. Vous le mettez face à de l'ambiant, il sera sûrement aussi paumé, mais moins. Parce que l'ambiant n'est pas daté. Si je prends un morceau d'ambiant là maintenant au vif et que je vous le fais écouter, est-ce que vous pourrez le dater? Est-ce que vous pourrez le rattacher à une scène? Est-ce que vous pourrez me dire s'il a été composé en 1965 ou en 2021? Je pense que vous ne pourrez pas. Ou alors sur des éléments assez ténus. Mais c'est beaucoup plus compliqué puisque l'ambiant n'a pas vocation à s'adapter ou même à faire partie d'une scène. L'ambiant ne veut pas être dans le monde en fait. Il ne veut pas faire partie du monde musical parce qu'il n'est pas musical, au fond. Et j'en arrive au point central de cette réflexion. Vous aurez remarqué si vous en écoutez un petit peu que l'ambiant aime beaucoup les thématiques spirituelles. Les thématiques un petit peu rituelles. On parle même de ritual dark ambient d'ailleurs. Par nature, ce qui est spirituel
Ça cherche quelque chose qui est au-delà de ce qui est contingent, donc de la matière, donc du matériel. Le spirituel, c'est ce qui a existé, existe et existera de manière absolue et de manière incontingente, sans que le monde de la matière, de la physique, n'ait d'effet sur lui, sans aucune variabilité. Ça ne dépend pas, ce n'est pas contingent. C'est ce qui différencie d'ailleurs profondément la métaphysique de la physique. C'est la contingence et l'incontingence. À mon avis, l'ambiant possède un fort lien avec le spirituel, parce qu'il veut s'affranchir un petit peu de la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est ce qui définit une époque, un style, un genre, des instruments, des sonorités. Tout ce qui permet d'identifier une musique. Et là, je vais vous casser les couilles parce que je vais parler un peu d'Aristote. Si vous lisez la physique d'Aristote, il y a l'essence et la substance. L'essence, c'est ce qui vient qualifier quelque chose, pour faire très grossièrement. La substance, c'est plutôt le côté horizontal, c'est la quantification, pour faire très grossier. Pour Aristote, tout ce qui est matériel provient du substrat. Le substrat, c'est quoi? C'est une espèce d'énorme pâte à modeler, absolument indéfinie. Indéfini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces potards sont au max. Toutes les qualifications de substrat sont au max, autant en termes de couleur, de quantité, de tout, ressenti de tout. Sauf que si tous les potards sont au max de quelque chose, on est sur de l'absolu. C'est l'universel. Et l'universel est antinomique à la matière. C'est son principe en fait. Si tout est poussé au max, alors rien ne peut exister dans le monde de la matière, puisque la matière est forcément quelque chose de limité. On définit une chose par ce qu'elle est, et donc par conséquence intrinsèque parce qu'elle n'est pas. Ce qui signifie que dès que l'on qualifie une chose, on descend de l'absolu. On marque un cran de retrait par rapport à l'absolu. Et en réalité, on en marque des milliards, jusqu'à arriver à quelque chose de très déterminé. Si vous prenez, vous prenez un ampli de guitare, vous postez tous les potards au max, vous aurez un son inécoutable. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de contingence. Votre ampli, vous n'aurez jamais tous les réglages du son possibles et imaginables. Et quand vous sculptez un son, vous descendez et vous remontez des potards, vous créez des contrastes. Le substrat, c'est quelque chose qui par nature n'a aucun contraste, qui n'a aucune qualité, qui n'a pas été qualifié. Toute chose matérielle demande à ce qu'on baisse les potards. Quelques-uns. Si vous voulez un chien, vous prenez le substrat, vous allez baisser par exemple le potard à 0, le potard anthropomorphisme, le potard bipédie, reptiloïde, tout ça. Voilà. Vous allez en fait sculpter votre espèce de console son géante qui est le substrat et baisser des potards pour arriver à la qualification du chien. Une fois que vous êtes arrivé au concept de chien, en baissant les potards qui sont contraires à tout ce qui fait essentiellement un chien, vous allez par exemple baisser les potards poil long, longue queue et un museau court, et vous allez arriver à un lévrier. Si au contraire vous matérialisez les caractéristiques poil long, face un peu écrasée, grosse taille, aboiement puissant, vous allez arriver à un Saint-Bernard. Donc première étape, vous avez joué avec les potards pour descendre de l'absolu pour créer le concept de chien. Ensuite, en partant du concept de chien, vous avez retravaillé les potards pour arriver sur des espèces de chiens particulières. Et maintenant, votre chien à vous, mettons que vous avez un berger allemand, et ben votre berger allemand, par rapport à celui du voisin, il va être plus ou moins agressif, plus ou moins obéissant, plus ou moins rapide. Comparaison avec la musique, vous allez d'abord arriver au concept de musique, qui descend du concept de son, puis vous allez arriver au concept d'un genre musical, le thrash, le blues, le jazz, le romantique, le baroque, le classique. Et si vous travaillez encore des potards, vous allez arriver à votre propre groupe de thrash ou de heavy ou de blues, qui va pas sonner comme le groupe de thrash ou de heavy ou de blues de votre voisin. Vous n'avez jamais entendu le concept du son. Vous n'avez entendu que des exemples du son. Vous n'avez jamais entendu le son absolu. Vous n'avez entendu que des exemples spécifiques de son, de bruit. Le son absolu, si je vous dis le son, c'est quoi le son? Vous savez pas, ça peut être un son grave, un son aigu, vous savez ce que c'est, un son répété, un son profond, un son surfacique. Vous n'entendez que des exemples de sons qualifiés, pas le concept de son. Pourquoi? Parce que le son provient du substrat, parce que le son est matériel, nous le percevons à la manière d'une onde matérielle. Ça veut dire qu'on a dû baisser des potards, le qualifier, le faire descendre de son absolu, du concept de son, pour avoir des exemples qui sont compréhensibles à nos sens limités, matériels. Même principe, vous n'avez jamais entendu le thrash metal. Vous avez entendu du thrash metal. Vous avez entendu du thrash plus rapide,
plus punk, plus black, plus raw, plus groovy. Vous avez entendu le thrash de Slayer, de Megadeth, de Morbid Saints ou de Executor, mais vous n'avez jamais entendu le thrash. Vous ne savez pas ce que c'est, le thrash. Vous le reconnaissez, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas en tant que concept, en tant qu'absolu. Vous n'en connaissez que des manifestations précises, caractérisées, spécifiques. La musique a cette démarche-là. La musique sculpte le substrat sonore, en perçoit quelque chose, et le sculpte en baissant lui-même des potards. Est-ce que je vais rendre ça plus agressif, moins agressif, faire des morceaux plus longs, moins longs, faire des sons plus graves, moins graves, saturés, pas saturés, rythme binaire, rythme ternaire. On crée des spécificités, et c'est ce qui donne lieu au genre, qui sont... Qu'est-ce qu'un genre musical ? Ce n'est rien d'autre qu'une position précise des potards sur la grande console de son du substrat sonore. Si vous voulez jouer du blues, vous allez équilibrer vos potards sur votre console de son géante métaphorique jusqu'à arriver aux spécificités qui font le blues. L'ambiance, pour moi, c'est la démarche inverse. Complètement inverse. La musique cherche à matérialiser en quelque sorte le son, lui donner des spécificités matérielles pour créer des styles qui vont parler ou non. L'ambiant, c'est le contraire, il tend au contraire à laisser tous les potards le plus haut possible. L'ambiant ne pourra jamais remettre les potards tout en haut tous, parce que le son absolu, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible par l'oreille humaine, qui est, de fait, matériel et donc limité. Mais je pense que le but de l'ambiant, à contrario de la musique, c'est de se rapprocher du concept de son. Et là, vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a quelques minutes, le fait de laisser passer d'être le vecteur. Je pense que l'ambiance, le gars qui crée, ou la fille qui crée de l'ambiance, consciemment ou non, a la volonté de laisser passer à travers lui, de la manière la plus intuitive possible, ce qu'est le son primordial. Le son substratique, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais le son le plus proche du substrat. En fait, l'ambiant cherche à atteindre quelque chose de très peu spécifique, de très primal, d'éthéré, qui n'a rien à voir avec des notions précises, déterminées comme la mélodie, le rythme ou l'harmonie. On cherche au contraire à évoquer tout et rien à la fois. On cherche à se rapprocher de l'absolu du son. C'est pour ça que ce n'est pas une musique, à mon sens, puisque c'est la démarche inverse, comme je le disais. Prenez encore une fois Burzum Philosophem, le long morceau de 26 minutes dont j'oublie toujours le nom. Prenez 15 personnes, faites-leur écouter ce morceau. Bon, des personnes qui ne sont pas endormies en écoutant le morceau. Demandez-leur ce que ça leur évoque. Ça leur évoquera à tous quelque chose de très différent. Prenez ces mêmes personnes, faites-leur écouter, faites-leur écouter The Tree's Gone de B.B. King. Ils auront tous des sentiments qui seront sûrement bien plus proches, bien plus convergents vers une atmosphère, une ambiance, quelque chose de plus marqué, parce qu'ils auront des images en tête, parce qu'ils auront des ressentis en tête qui ont été, qui sont relatifs à une époque et à tout un contexte social presque. Dans le cas de l'ambiance, c'est l'inverse. Ça vous rappelle rien. L'ambiant n'évoque rien. L'ambiant ne convoque pas d'ambiance, contrairement à ce que son nom paraît indiquer. Moins le dark ambiant est évocateur, plus on pourrait dire qu'il se rapproche de son but. Puisqu'il veut faire ressentir une chose qui est libérée de toute caractéristique. En fait, le dark ambiant, le but du dark ambiant, c'est d'atteindre le son sans contrainte. À la fois ce qu'il y a de plus profond et de plus élevé. Ça fait appel aux perceptions qui sont de l'ordre de l'intangible, si on y croit à noter. Mais si le dark ambiant est un repère un peu d'illuminé, eh bien à mon avis c'est pas pour rien. La notion spirituelle du dark ambiant, à mon avis, vient de là. On essaye de remonter ou de redescendre à la source, et non pas de jouer sur la quantité, la notion quantitative des différentes caractéristiques sonores dans le but de créer des morceaux. Démarche inverse, résultat différent. Le dark ambient n'est pour moi pas une musique. Il est au contraire versé dans l'abstraction, il cherche à atteindre l'abstraction, il cherche à atteindre quelque chose qui n'est au fond pas de ce monde. Je vous fous la paix avec mes divagations, et je vais essayer de vous conseiller quelques albums de dark ambient qui moi me parlent et que je trouve extrêmement réussis, et qui pourront peut-être vous aider à comprendre un peu en quoi j'en suis arrivé à penser tout ça. D'abord, je vous conseille évidemment le label Black Mara. C'est un label russe d'excellente qualité qui a fait des choses vraiment très bonnes, qui en plus fait des packaging assez magnifiques.
Je vous conseille en particulier 2 albums d'eux. Le premier c'est Formless Realms de Unsettled Dust. Bon, je le fais en version française parce que là c'est insupportable. Formless Realms de Unsettled Dust. Et aussi Hyperborea de Sun Through Elides. Un premier album qui est un peu sulfureux, c'est compliqué de... Bah, évidemment c'est de l'ambiance, donc après ce que je viens de dire c'est compliqué de définir l'ambiance, mais il y a quelque chose de très soufré, ouais c'est soufré. On ne sait pas tellement vraiment où on est, c'est nuageux, c'est très brumeux, on ne perçoit pas bien où on est, c'est très particulier, c'est pour moi une très bonne manifestation de ce que doit être l'ambiance. Hyperborea en revanche est bien plus défini, puisqu'il y a des éléments un petit peu folk, il y a des percussions, ça évoque quelque chose de plus glaciaire, de plus nordique, d'un petit peu du nord, l'ultimatulé fantasmé. Il y a un petit peu un côté chamanisme arctique, un petit peu, mais avec une forme de lumière, de luminosité très forte, une clarté très forte à certains moments qui dépasse le cadre un peu orienté, un petit peu matérialisé. Et vous noterez au passage que je viens de passer une demi-heure à vous expliquer que l'ambiance n'évoquait rien et était immatériel, et là je viens de vous claquer des tonnes de définitions matérielles, ambiancées, atmosphériques, référencées. Mais que voulez-vous, c'est un petit peu comme ça aussi. L'ambiance joue sur le conflit entre musique qui se veut immatérielle, et nous qui sommes bien matériels, et donc on fait ce qu'on peut pour en parler, comme on peut, et pour, malgré tout, tâcher de convertir les ressentis sensoriels que l'on a fatalement en quelque chose d'autre, peut-être même d'essayer de les dépasser en fait. Peut-être que la confrontation est nécessaire. Bref, très grosse recommandation, je vous conseille évidemment aussi les albums ambiants de Paysage d'hiver, hein, vous connaissez tous, et en particulier celui qui s'appelle Ainsam Kate, je sais pas comment ça se prononce, Ainsam Kate, 45 minutes, évidemment ça évoque quelque chose, ça évoque évidemment les paysages glacés, ça évoque la neige, ça évoque les montagnes, mais si vous connaissez un peu Paysage d'hiver et si vous connaissez un peu Dark Space, vous avez sûrement dû voir qu'il y a des grosses similitudes d'ambiance parfois entre les deux projets. Et ça c'est fort. Ça c'est fort puisqu'on arrive à un élément très qualifié, les sommets enneigés, jusqu'à un truc qui est le moins qualifié du monde, à savoir l'espace. Vous voyez un peu où je veux en venir? Vous voyez les liens un petit peu avec ce que j'ai dit avant? Moi ça m'évoque toujours un petit peu ça. Il y a toujours cette espèce de lien intangible entre les deux, entre des vents qui vous fouettent la tronche et qui vous font mal, et la divagation dans l'espace immatériel. Les deux sont là et les deux sont finalement très proches. À travers le paysage d'hiver qualifié, on arrive à quelque chose de plus absolu. Vous pouvez aussi écouter l'album de Colin Van Eekhout, qui est le chanteur d'Amenra, le premier en particulier qui s'appelle Raza. C'est un album d'une demi-heure qui est fait entièrement à la vielle à roue, qui tourne sur 2 notes, quelques incantations du chant très lointain et des percussions et c'est tout. Rien d'autre, c'est extrêmement pauvre, et il est impossible de dire ce que ça évoque. On ne sait pas ce que ça évoque. On peut pas savoir. Il y a quelque chose de vaguement un peu passéiste, parce que la vielle à roue sonne un peu médiévalisante, un petit peu antiquisante, mais réellement on est sur de la création de textures sonores, de paysages sonores très peu définis. C'est un album de trance, d'hypnose, qui moi me prend à chaque fois, je m'en lasse jamais de ce truc. C'est vraiment vraiment très bon, je vous le conseille, je vous le mettrai en recommandation, en dessous je vais essayer de faire une petite liste des albums recommandés. Très très bon album, très très gros album, dans le sens où peu d'albums d'ambiance ont à mon avis réussi à se rapprocher autant du but en tout cas que moi je colle sur le dark ambiant. Et enfin, il faut évidemment écouter tout le Smord, c'est un des premiers artistes dark ambiant au sens historique. Il y a quelques éléments industriels, mais vous allez y trouver quelque chose de très très grave, très très tellurique, très bas. On sait pas tellement si on est dans une usine hantée ou en train de regarder une scène biblique. On est un peu entre les deux. C'est puissant. Le Smord c'est très puissant et même pour votre culture musicale, je ne saurais trop vous le conseiller. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier dossier. Sûrement qu'il était un peu tortueux, un peu labyrinthique. C'est un épisode pilote, hein, il faut bien que les choses se fassent, il faut que jeunesse se fasse, n'est-ce pas? Donc il me servira un petit peu de point de comparaison pour améliorer les prochains qui suivront, j'espère toutefois qu'il vous aura intéressé, que vous en aurez retiré des choses un petit peu à creuser, à travailler, et je vous retrouve tout de suite pour le réquisitoire.
Je déteste les doigts d'honneur et le fuck dans le monde du black metal. Et je précise que je parle ici du black metal norvégien, et exclusivement de celui-ci. La première vague black metal repose sur le punk bestial, le thrash écumant et le death prématuré. Le tout placé sous l'ombre cornue d'un Satan primitif, assoiffé de violence et de fluides génitaux. Du blasphème qui cavale sur les chemins de la dépravation et du vice. Ici, oui, le tout peut se prêter, effectivement, à un gros majeur levé, à du fuck, truc, machin ou bidule en tracklist, à des références bien crasseuses et à une ambiance âcre. Quand j'écoute Sarcophago ou Sodome, je veux bien vociférer des insanités scabreuses et primaires, en adressant des obscénités digitales à qui n'a rien demandé. Mais quand dans mes oreilles flamboient les blasts hypnotiques, les trémolos picking possédants et les hurlements de sorcières ou de dévots, il n'y a rien au monde que j'ai moins envie de lire ou de voir qu'un doigt d'honneur nécessairement vulgaire ou autre invective basée sur ce même projet de chatouillage rectal à l'aide du doigt le plus adéquat. Ça ne colle pas, ça n'a rien à faire ici. C'est une insurmontable brisure dans le rempart de glace que les bêtes du Nord bâtissent entre moi et le monde des Franprix, de Jean Castex et de Weshden. Comprenez-moi bien, Elhammer et Blasphémie m'inoculent l'envie irrépressible d'aller pisser sur des mecs en cravate et cramer un bâtiment officiel. Ou l'inverse. Dans tous les cas, il s'agit de détruire, de profaner notre monde à nous, celui que l'on connaît, et auquel on a effectivement souvent l'envie d'adresser un gros bras d'honneur bien senti. Mais dans le cas d'Immortal ou d'Emperor, il ne s'agit pas de ça. Le projet est tout autre. Ce monde est trop bas pour que l'on s'abaisse même à tenter de lui nuire. Au contraire, il s'agit de lui tourner le dos, pour basculer dans un ailleurs nébuleux, éthéré et tempétueux. La révolte d'un côté, l'anachorétisme et l'exil de l'autre. La torche ou la thébaïde. On peut pratiquer les deux, notez, mais pas en même temps. Tooke me fait songer aux montagnes ombrageuses qui cernent la ville devenue mythologique de Bergen. Emperor me capture dans un univers nocturne sans limite. Immortal me brûle les muqueuses d'un froid surnaturel. Satyricon ressuscite une ère médiévale fantasmagorique. Tous ces visages charbonnés et blêmes imposent un constat indépassable. Cette musique n'est pas de ce monde et cherche à s'échapper d'ici-bas, où elle est tombée par un étrange coup du sort. De ce fait, elle n'a rien à faire dans des rues crasseuses, qui sentent l'alcool et l'urine, les parties grasses dépravées, ou les bagarres sous substances durant lesquelles, en effet, on s'adresse comme un rappel constant d'un sordide bien incarné, ce signe infâme et finalement facile. Snob je sonne, m'en fous je. Je veux bien être le dernier des péteux, le Stéphane Bern du black metal si vous en avez envie, mais je n'en démordrai pas. Jamais. L'histoire du black metal norvégien elle-même est assez largement triviale, il faut le reconnaître, on ne peut pas le nier. Mais sa visée et ses plus hauts faits ne relèvent pas, eux, une seconde de cette même trivialité. Derrière les rivalités puériles, les incendies d'églises inconséquents et les mesquineries portées au couteau, c'est quelque chose d'autre qui s'agite, à l'insu peut-être même des protagonistes de cette sinistre saga. Bien sots sont ceux qui déifient les Varg, les Euronymous, les Dead et les Samos. Ils ne comprennent pas que derrière les vicissitudes parfaitement tangibles de ces jeunes hommes dérangés, une présence maligne s'est manifestée, faisant de ces embryons d'adultes des vecteurs forcenés. Le black metal norvégien est une musique à visée spirituelle et c'est tout. Elles sont passées depuis longtemps, mes années de fascination béate pour la scène de Bergen. Plus de dieux, seulement des hommes. Mais ce qui demeure et demeurera toujours, c'est la conviction intime et presque évidente que leurs œuvres les a dépassés. Que le contrôle leur a été ôté, et ce, sûrement à leur corps défendant, ou même à leur insu. Un pan entier de ce que nous appelons notre réalité a été éraflé par cette musique, et d'autres régions inconnues se sont laissées deviner derrière la balafre. Comme si des bâtisseurs inexpérimentés se trouvaient soudain dépossédés de leurs mains, qui pourtant toujours reliés à leurs bras, s'en iraient élever une cathédrale sans concertation. Prodiges insoupçonnables, monuments maladroits et miraculeux, catastrophe, comme aurait dit un vieux sage anglais, aux drôles de rêves peuplés de hobbits, de forteresses blanches et de poésie elfique. Alors, oui, quand Host ou Nat Frost adressent de gros doigts bien boudinés à un objectif de caméra, j'ai juste envie de les renvoyer former un tribut de bande à Gigi Allins. Pas de ça dans mon froid. On n'installe pas un zinc sous des ogives croisées. Je n'ai rien contre les zincs, mais chaque chose a sa place. No core, no fun, no trend, no moche. Ce n'est pas un code de loi, ça n'en a jamais été un. C'est un guide général, une visée révélée du black metal, dictée par le gars qui l'a tout de même plus ou moins inventé.
Certes, c'est beaucoup de posture. Certes, c'est excessif. Et certes, ça n'a jamais été réellement respecté. Mais gardons tout de même ça en tête, comme une maxime, un garde-fou, le parapet qui protège des excès, des égarements. Blaqueux créatif, toi qui m'écoutes peut-être, je te le dis et je te le redirai s'il le faut. Envoie tes mains au fond des poches de ton perfecto, sous ta cartouchière ou sur le manche de ta scie cordes, mais ne va pas me fourrer un signe et une locution aussi triviale dans ton disque que tu veux sombre, hypnotique ou épique. Je suis un mec tolérant malgré les apparences. Je saurais me faire violence si par hasard tu as envie de faire du black punk. Mais pour l'amour de Desproges, si tu rends le même culte que moi à In the Nightside Eclipse ou à Philosophem, cesse tes enfantillages, car sache-le, ton majeur est une gageure. Est-ce que vous vous souvenez de Déluge ? Parce que Déluge, en 2015, c'était vachement bien. Déluge, c'était un petit groupe de Lorraine, si je dis pas de conneries, qui était signé chez les Acteurs de l'Ombre, à l'époque où Ladlo sortait encore des bons disques. Bon, ils le font encore, mais c'est une fois par an maintenant, alors qu'il y a une époque, ils sortaient bons disques sur bons disques. Je me rappelle encore de l'époque dorée de Ladlo, qui était autour de 2015, où justement c'était... le parfait mix avec Regarde les hommes tomber, The Great Old Ones, Déluge, tous ces trucs-là qui étaient ce qui se faisait de mieux en post-black, un petit peu dos sur la couture, mais vraiment très bon dans le fond. Bon, après c'est parti complètement en couille, coucou le P merdique d'Arconine Faustus, tous les trucs pourris, la Mur et compagnie, là. Ça c'est très rigolo. Même s'ils sauvent les meubles encore avec une ou deux bonnes sorties par an en général, le Darkenold, le Aorlac, Blur Thrower qui était pas mal non plus, quoi d'autre, Time Lurker c'était cool aussi, mais dans l'ensemble d'Adlo, là c'est la sortie de piste là c'est comment il s'appelait le truc Void là, Black and Roll nul, enfin le groupe de mon petit frère aussi, enfin c'est quoi le projet après, c'est non, juste remettez-vous à faire des bons trucs les gars, remettez-vous à signer des bons trucs. Bref, Déluge c'était quoi, c'était une espèce de mélange de black hyper vénère, parce que c'était quand même très violent, avec un gros esprit hardcore, post-hardcore et screamo. Ça gueulait en mode très peu contrôlé, les mecs avaient pas mal écouté des trucs à la Mono et Envy, je pense. Amenra, je pense qu'ils ont beaucoup écouté Amenra, des griffes qui étaient très modernes, avec une prod énorme. Très cristalline, très travaillée, une prod vraiment très ciselée. Une prod un peu diamant, mais excellente. Et tout l'album filait sur le thème de l'eau, on entendait de la pluie, des vagues, les paroles en parlaient beaucoup aussi, les thématiques des chansons. Il y avait vraiment un côté trip au bord d'une falaise déchirée, un peu sur les côtes, je sais pas, normandes, avec les embruns en pleine tronche, un ciel bien bas, bien brumeux, on distingue pas là où l'horizon se mélange avec le ciel, enfin, vraiment évocateur, assez beau, avec, bon, des problématiques et des paroles qui étaient un petit peu... Ah, ça faisait un petit peu post-adolescence, elle m'a quitté, je suis triste, et comme j'ai lu Céline, j'imagine que mon drame dépasse celui du petit ado de base qui a perdu sa meuf, mais... Ouais, non, ça faisait quand même vraiment dépression amoureuse post-adolescente sucrée, planquée sous une forme de fausse maturité un petit peu, ouais, j'ai lu Céline et Welbeck. Il y avait vraiment un côté un peu comme ça. Mais malgré tout, musicalement, c'était très cool, je les avais vus 2 fois en concert, je me rappelle. Une fois où c'était catastrophique au Grand Gébus avec des connasses qui devaient se croire à un concert de je sais pas quoi, de neuneu-corps où elles mochettent partout, où je les revois se prendre en photo sur Insta pendant le concert, c'était vraiment un concert à la con. Et un autre concert à la Boule Noire, en première partie de Great Old Ones, qui est un putain de groupe, et là c'était vraiment bien, très bonne ambiance, très très bien. Donc des bons souvenirs avec ce groupe, un album que j'ai beaucoup écouté, que je réécoute régulièrement, qui était touchant, assez... Ouais, il y avait un côté Madeleine de Proust immédiate, même si ça ramène pas forcément à un passé vécu.
Il y avait un côté adolescence délavé qui était vraiment chouette. Et bah les gars se sont fait un peu attendre, ils ont attendu 5 ans, maintenant ils ont signé chez un très gros label, chez Metal Blade si je dis pas de conneries, ou Napalm. Metal Blade, ouais c'est Metal Blade. Et bah c'est nul. Enfin physiquement c'est nul. L'album est devenu pourri, enfin l'album il y a un truc qui est ressorti, j'ai même pas Aego Templo, j'ai même oublié le nom de l'album, vous irez voir la pochette. La pochette... Maman, mes petits cochons, c'est incroyable, c'est fou. On dirait, alors moi il se trouve que je suis libraire et j'ai bossé dans les rayons jeunesse de certaines librairies. Ça m'a fait penser aux bouquins pour enfants en mousse où on appuie où est le soleil, où est la lune, où sont les étoiles. Vraiment, ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ça. Alors entre ça, Écurie Ladlo, Parti ailleurs et Regarde les hommes tombés qui ont signé chez Season et dont le dernier album a une pochette qui fait cartoon, on dirait que c'est Johan Sfar qui l'a dessiné. Je sais pas ce qui se passe chez Ladlo, les groupes commencent à avoir des pochettes de merde. Quand ils se barrent de Ladlo, je sais pas, Ladlo, décidément, tout ce qui sort de Ladlo depuis 1 ou 2 ans, ça pue là. Tout ça pour dire que l'album vous exite carrément, oh non, carrément non, quasiment tout ce qui est black metal, à part 2-3 blasts et des trémolos un petit peu atmosphériques. Et à la place, vous mettez du Envy-like, où ils ont quand même écouté pas mal de Alceste aussi. Bon, ils écoutaient déjà Alceste à l'époque, puisque Neige était invité sur une des pistes, qui était très bonne, mais la Skull, elle s'appelait cette piste, elle était très très bonne. Très très touchante, c'est construit sur une montée, une descente assez hyper intense, c'est une très bonne piste, je me rappelle. Mais là, non. Là, juste, en fait, on dirait qu'ils font du sous-Death Heaven, mais 5 ans après la vague post-rock, post-black, post-hardcore un peu sucré, un petit peu à ambiance guimauve un peu. Ils sont un gros train de retard et en plus c'est pas bon. Là ça fait vraiment plastique, ça fait... C'est même plus le moderne, c'est rare que la musique moderne me parle. Moi en général j'écoute pas tellement de musique qui aurait pas pu naître il y a 20 ans. Mais Déluge était un des albums les plus... Déluge, le premier album était en fait un des albums avec un des styles les plus modernes que j'écoutais, à savoir le post-black, matinée de hardcore. Mais là, non. Pourtant, j'aime bien le post-rock, hein. J'aime bien Mono, j'aime bien ces machins-là. Je peux tolérer Amenra ou des choses comme ça à l'occasion, mais là, c'est mauvais. C'est nullissime. Et c'est con parce que je l'attendais quand même un peu, cet album. Je savais que ça serait nul. Je me doutais que ce serait pas bon, mais par curiosité, je voulais voir où ça pouvait aller, et c'est nul, mais... même pas nul, un peu distrayant. J'ai même pas tellement de plaisir à leur taper dessus là. J'aurais préféré exhumer le truc en disant ouais c'est un peu... Ça fait partie des rares albums où j'aurais préféré un truc en demi-teinte qu'un vrai plantage. Après un truc très bon. Et j'ai du mal à m'expliquer pourquoi. Vraiment, il y a quelque chose de... J'aurais aimé avoir au moins 1 ou 2 trucs à me mettre sous la dent, parce que je savais que le fait que j'aime le premier était un peu un miracle. C'est tellement pas ma cam ce type de musique à la base que c'était un miracle. J'aurais aimé avoir 1 ou 2 tubes à me mettre sous la dent, mais même pas. Là, j'aurais voulu picorer quelques trucs. Non, je peux pas. J'ai rien à picorer, là, c'est... juste non. Ça va évidemment faire un énorme bide, parce qu'ils ont battu le faire une fois qu'il était refroidi et émoussé. Alors qu'il aurait fallu le faire 2 ans après la sortie du premier album, mais non, ils l'ont pas fait, bon, tant pis. Mais bah non. Donc vous vous souvenez sûrement de Déluge, en tout cas ceux qui ont suivi un peu le catalogue d'Adlo ont suivi. Je vous conseille de jeter un œil, ne serait-ce que pour le plaisir malsain de déchanter méchamment, voir un petit peu ce qu'il en est de cet album de 2021. 2020, il est sorti en décembre je crois. Mais non, voilà, premier derrière les fagots, et bah écoutez, non, nul, 0, redoublement demandé, c'est pas bon du tout, et on va très vite passer à la suite, et on tâchera de faire un prochain derrière les fagots, plus réjouissant que ça, et j'ai déjà ma petite idée d'ailleurs. D'ici là mes chers frères, je vous invite à suivre cette ambiance un petit peu mystérieuse, un petit peu feutrée, pour aller vous installer au réfectoire et suivre le premier Lectio de la voûte. Pourquoi y a-t-il plus de sorcières que de sorciers ? On ne montre pas impunément le diable dans les cathédrales pendant 10 siècles à 30 générations humaines, sans qu'il ne trouve de curieux pour l'aller voir réellement, des flatteurs pour lui faire la cour, et des révoltés pour se livrer corps et âme. Satan eut ses prêtres, ce furent les sorciers. Mais il eut surtout ses prêtresses, ce furent les sorcières. Et c'est encore par une conséquence de la plus implacable logique que,
les hommes étant seuls admis au service de Dieu, les femmes, qui en étaient exclues, allèrent en plus grand nombre vers son rival obscur, qui les accueillait de préférence. On a dit qu'il y avait 1000 sorcières pour un sorcier. C'est là une exagération manifeste, mais il est certain que la proportion des femmes dans la foule qui se pressait à l'adoration du bouc l'emportait de beaucoup sur celle des hommes. Question posée à une sorcière au XVIIe siècle en Alsace. Depuis quand êtes-vous sorcière ? Pourquoi l'êtes-vous devenue ? Comment l'êtes-vous devenue ? Et que s'est-il passé à cette occasion ? Qu'est-ce que celui que vous avez choisi pour votre compagnon ? Comment se nomme-t-il ? Comment s'appelle votre supérieur parmi les malins esprits ? Quel est le serment que vous avez été obligé de lui prêter ? Comment et en quels termes l'avez-vous fait ? Quel doigt avez-vous été tenu de lever ? Où avez-vous célébré vos noces ? Quels démons et quelle autre personne y ont assisté ? Quel mets y avez-vous mangé ? Comment la table était-elle mise ? Vous êtes-vous vous aussi assis à la table ? Quelle musique y a-t-on joué et quelle danse y a-t-on dansé ? Que vous a donné pour vos noces votre compagnon ? Quelle est la marque que votre compagnon vous a faite sur votre corps ? Quel mal avez-vous fait à telle personne et comment l'avez-vous fait ? Pourquoi avez-vous causé ce mal ? Comment pourriez-vous y remédier ? Quelles herbes ou quels autres moyens peut-on employer pour guérir de ces maléfices ? Quels sont les enfants sur lesquels vous avez jeté un sort et pourquoi l'avez-vous fait ? Quels animaux avez-vous frappé de maléfices ou tué et pourquoi avez-vous commis cette action ? Quels sont vos associés pour le mal ? Pourquoi le diable vous donne-t-il des coups la nuit ? Comment composez-vous l'onguent dont vous frottez la fourche ? D'où vient que vous pouvez traverser les airs ? Quelles paroles prononcez-vous alors ? Quel temps avez-vous fait ? Qui vous a aidé à le faire ? Quelle vermine et quelle chenille avez-vous créé ? De quoi créez-vous ces animaux pernicieux et comment procédez-vous ? Le diable n'a-t-il pas assigné un terme à vos maléfices ? Ces deux extraits proviennent des Évangiles du diable de Claude Seignol. Qui était Claude Seignol ? Claude Seignol était un grand et peut-être le dernier réel folkloriste français. Il est mort il y a quelques années, en 2018 ou 2017, et avec lui est mort toute une branche de la science, ou plutôt de la culture. Un folkloriste était, comme son nom l'indique, une personne qui dédiait sa vie et ses études au folklore rural. Claude Seignol a passé 50 ans de sa vie à arpenter les villages de la France entière, région par région, pour en comprendre les coutumes, les traditions et surtout les usages cachés. Il a écouté les histoires, il a interrogé les anciens, il a questionné les paysages, les reliques, les particularités, les spécificités, les légendes qui entouraient chaque recoin, chaque creux de colline, chaque maison biscornue, chaque église. Cet homme a dédié sa vie entière à la compréhension de ce qui était. On lui doit plusieurs anthologies de savoirs populaires et de contes populaires de Normandie, de Sologne, de Provence. On lui doit aussi des récapitulatifs sur des phénomènes folkloriques, ruraux, magiques, et également des nouvelles ou des romans qu'il a écrits en s'inspirant de ce qu'il avait appris
dont La Malvenue, qui est sûrement son chef-d'œuvre. En tout cas pour ce qui est de ses œuvres narratives. Claude Seignolle est devenu extrêmement compliqué à trouver en France. Ses livres sont devenus rares, si ce n'est très rares. On tombe souvent dessus en occasion, pas tellement autrement. Mis à part La Nuit des Halles, qui est un de ses romans les plus connus, qui avait été publié dans une espèce d'équivalent français de Weird Tales. Si vous voulez quelques adresses, vous pouvez aller fouiller chez Gilbert Joseph à Paris, en particulier le Gilbert Joseph branché ésotérisme, qui se trouve près de Saint-Michel, si je dis pas de conneries. Et sinon, tout est sur internet. Il y a également quelques-uns de ses livres, de ses romans, plus précisément, qui ont été réédités chez Libretto, dont La Malvenue. Je ne saurais évidemment trop vous conseiller de vous pencher sur Claude Seignolle. Un homme de cette trempe qui a réalisé un tel travail, c'est absolument inégalable et inégalé. Les Évangiles du diable en particulier sont une œuvre compilant des données, un savoir qu'il a acquis pendant toute sa vie. Et contrairement à ce que son nom peut suggérer, ne sont pas du tout un grimoire satanique, mais plutôt un compendium du savoir rural lié au diable. On y trouve énormément de choses. C'est extrêmement varié, on y trouve des endroits précis dans des régions, dans toute la France qui évoquent le diable. Des pierres étranges, des bois maudits, tout ce que vous voulez. On y trouve des rituels de conjuration, on y trouve des signes distinctifs des sorciers, on y retrouve le lien du diable avec les animaux, avec la mer, avec le vent. On y retrouve des symboles, des morceaux de mythes, de légendes. C'est une anthologie du diable dans la culture populaire française. Ce n'est pas un livre qui se lit de A à Z, puisqu'il est divisé en une multitude de tout petits chapitres, de tout petits points, mais il faut plutôt le considérer comme une forme d'encyclopédie. Et là, je l'ouvre au pif, je tombe sur une page qui parle de la magie sexuelle populaire, avec des micro-chapitres tels que Femmes, gardez vos souliers de noces. Un peu plus loin, je tombe sur l'envoûtement de haine. J'avance encore un peu. Les Auvergnats ambulants. Le colporteur d'autrefois. Ça, je viens de vous le lire. Le trépied du diable. Le sac de louis d'or. Tout est là. Si vous cherchez quelque chose qui parle du diable, de la figure de Satan, à la sauce française, à la sauce rurale française, tout est là, les Évangiles du diable de Claude Seignolle. Et voilà, nous y sommes. C'est la fin de ce premier podcast, de ce pilote du podcast La Voûte, que je lance aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme. Je remercie du fond du cœur ceux qui auront eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. N'hésitez pas en commentaire à faire toutes les remarques que vous voulez sur le fond, sur la forme, sur ma diction, sur le ton pris, sur ce que vous voulez. Absolument tout conseil est bon à prendre. Pour ce qui est de la suite, je me mets dès maintenant à l'épisode numéro 2. Je vais tâcher de le commencer très vite. En attendant, je vous invite très fortement à me suivre sur PodCloud, qui est, si vous ne la connaissez pas, la grosse plateforme internationale pour le podcast. Je mettrai un lien en description, et également sur Facebook. J'ai créé une page Facebook dédiée à La Voûte, où je vais poster évidemment ce premier épisode. Vous commentez, vous likez, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas, si vous voulez échanger avec moi pour un sujet ou pour un autre, vous pouvez utiliser le Facebook dont je vous parlais, l'adresse mail qui est disponible en description de la chaîne YouTube, et de toute façon, si vous voulez me parler pour une raison ou pour une autre, vous trouverez bien un moyen pour le faire. Je vous dis à très bientôt, vous étiez sous la voûte.